Bonjour Anne-Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et je suis vraiment ravie d'avoir Anne-Claire avec nous pour en parler parce que c'est une spécialiste. Et ce sujet, c'est le podcast au service de la marque. On va en parler en détail avec Anne-Claire Leca qui est une experte. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui, Anne-Claire. Est-ce que je peux te laisser te présenter parce que je pense que tu fais un métier tellement unique qu'il n'y a que toi pour le présenter aujourd'hui. C'est vrai, on m'a fait la remarque il y a une semaine en disant « J'avais jamais rencontré une personne qui faisait ton métier ». Donc je m'appelle Anne-Claire Leca, je vous parle actuellement de Barcelone, au soleil. Et depuis 3 ans, je suis entrepreneur dans le secteur des podcasts et je suis plus précisément coach en podcast. Donc j'aide les podcasteurs et podcasteuses indépendants et indépendantes à construire leur communication et leur marque autour de leur podcast pour avoir des interactions plus fortes avec leurs auditeurs, leurs auditrices, atteindre leurs objectifs, réaliser leurs ambitions et à terme, du coup, pouvoir utiliser le podcast comme un levier pour tous ces objectifs. Voilà. Comme un levier de business, donc on peut Exactement, levier de business. Écoute, merci beaucoup. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde qui nous écoute parce que clairement aujourd'hui, on en parle beaucoup des podcasts, mais il y a assez peu de monde. En tout cas, moi, je fais complètement partie des profanes. On a un podcast mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des répercussions, mais on n'a pas ton niveau d'expertise et on t'a invité justement pour clarifier tout ça, notamment dans l'univers B2B où c'est encore assez, on va dire, nébuleux. On n'a pas encore réussi à très clairement positionner le podcast. Donc, merci beaucoup. Avec et du plaisir. coup, je voulais embrayer sur ma première question, si tu permets, on va directement rentrer dans le vif du sujet. C'est, moi j'entends régulièrement et je lis régulièrement, oui, le podcast, c'était bien si on s'était lancé il y a 2 ans. Aujourd'hui, tout le monde s'y met, c'est saturé. Et je voulais savoir, de ton point de vue, quelle est réellement la situation par rapport à ça, notamment pour les marques. Alors, je ne parle pas du podcast solo qu'on fait à titre perso comme side project, on va dire, mais plutôt vraiment quand ça fait partie d'une stratégie liée à son business. Est-ce que tu aurais un mot à nous dire là-dessus ? Alors moi je pense que cette réaction c'est un peu la réaction de la hype, c'est-à-dire que je vais pas être le first mover à lancer un podcast, donc du coup ça ne sert à rien de le faire. Je pense pas que les gens qui aujourd'hui développent des vidéos se posent cette question-là de c'est saturer la vidéo. Aujourd'hui, on peut faire la différence avec un podcast si on propose un podcast de qualité et qui s'intègre surtout dans une stratégie globale. C'est pas la énième couche du millefeuille, mais ça vient s'intégrer comme une pièce à part entière d'une stratégie de communication, d'inbound marketing, pardon. Et pour moi, c'est pas trop tard de bien faire les choses en fait. Donc, inbound marketing, je clarifie un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on crée du contenu pour se faire connaître et pour attirer sa communauté et potentiellement des prospects. Donc, c'est Exactement. vraiment l'idée d'attirer des personnes à nous et pas d'aller les chercher. Ok, donc en fait, voilà, si on a une bonne idée, un bon positionnement et que c'est intégré dans notre stratégie, il n'y a aucune raison de dire no go. On peut encore y aller et attendre des résultats. Exactement, on peut encore y aller dans la mesure où le podcast, il faut le voir comme une opportunité de développer un contenu sur un format différent. L'audio, elle propose comme format des avantages que n'ont pas d'autres formats qui sont la newsletter, la création de contenu SEO ou la vidéo. Et du coup, d'être vraiment conscient des avantages de l'audio et de l'utiliser vraiment dans son plein potentiel, ça permet juste d'ajouter une corde à son arc. Si en plus, si je le répète, le podcast s'intègre dans une stratégie, c'est juste ajouter un atout de plus à sa boîte à outils marketing et communication. C'est très clair. Du coup, je vais te proposer qu'on aille un petit peu plus en détail sur quels sont les objectifs qu'on peut, de manière, j'ai envie de dire, raisonnable, se fixer en tant qu'entreprise et en tant que marque en B2B par rapport au podcast. Qu'est-ce qu'on peut en attendre et quels sont les objectifs qu'on peut poursuivre sans se dire, je veux dire, leader mondial, parce qu'on sait bien qu'il n'y a aucun remède miracle, il n'y a rien qui est miraculeux, que ce soit la vidéo, le podcast. Mais quels sont les objectifs qu'on peut très clairement identifier et se poser avec un podcast en tant que marque en B2B aujourd'hui? On a l'habitude de parler de 3 types d'objectifs de communication. Il y a les objectifs qui sont liés à la notoriété, les objectifs qui sont liés à l'image de marque, des objectifs au stade affectif et des objectifs qui sont liés
au levier business, au comportement d'achat et donc le stade cognitif. Je dirais que le podcast, il va plus se situer aux deux derniers stades de ces objectifs, au niveau affectif et au niveau de l'influence, de la conviction et de l'influence sur le comportement d'achat. Parce que c'est un podcast, c'est une relation qu'on va créer sur le long terme avec les auditeurs et les auditrices qu'on pourra toucher grâce à ce média. Donc du coup, c'est l'occasion de développer sur le long terme, comme une histoire, avec plusieurs étapes, un discours de marque, un territoire de marque qui va permettre du coup de rentrer en profondeur dans les raisons pour lesquelles on fait ce business, la particularité de notre démarche professionnelle, etc. Et donc du coup, c'est une occasion de revenir de manière répétée au contact de ses auditeurs et ses auditrices et sur le long terme, de créer ce lien affectif. Un lien affectif entre une marque et ses auditeurs-auditrices qui sont des futurs clients, c'est un atout concurrentiel qui est involable par aucun de vos concurrents. Donc c'est vraiment miser sur un atout concurrentiel vraiment imbattable. Et si on s'intéresse au stade cognitif, c'est au moment où on va vouloir influencer quelqu'un dans son comportement d'achat. Si dans sa ligne éditoriale, on a insuffler de manière subtile des cas concrets où nos auditeurs auditrices puissent se projeter dans la valeur ajoutée qu'on va proposer en tant qu'entreprise, et bien au moment où on leur proposera de devenir client et de passer à l'action, et bien ils se trouveront dans une prédisposition plus favorable à notre égard en tant que pourvoyeur de services ou de produits. J'aime beaucoup l'idée de prédisposition, de mettre dans des prédispositions. Exactement. Parce que d'une certaine manière, tu accrois ton influence, moi, si je comprends bien. C'est exactement cette idée-là de se positionner comme un leader d'opinion. Et donc, c'est de l'ordre du thought leadership. C'est comment est-ce qu'on va développer sa pensée. En tant que marque B2B, on va développer sa pensée, son expertise, notre certaine approche de notre thématique, de la sécurité, de la technologie, et en fait de s'imposer sur un territoire où on est les seuls à s'exprimer dessus et de mettre les gens en prédisposition à penser à nous de manière spontanée la prochaine fois qu'ils auront besoin d'un acteur qui opère dans notre secteur d'activité. Super intéressant. C'est vrai que du coup, là, on décortique bien quels sont les objectifs qu'on peut atteindre. Et moi, ce que je retiens, c'est pas du tout parce que je suis de l'univers du marketing et que je m'intéresse à la vente, mais en tout cas, un podcast peut permettre de faciliter la vente et peut permettre aussi de fidéliser, en fait. Exactement. Ses clients, puisque ça crée un lien. Exactement. Si on se réfère au framework ARC, qui est un framework de growth marketing, donc qui est découpé en acquisition, activation, rétention et referral, le podcast va être particulièrement actif au stade de rétention, au stade de referral, puisque c'est un média qui est affinitaire et qui va vous permettre aussi d'aller toucher dans des communautés homogènes de personnes qui vont se recommander entre elles les contenus qui leur semblent pertinents par rapport à leurs besoins communs, et effectivement d'en faire un levier de bouche à oreille. On sait que c'est un enjeu fort pour les marques aujourd'hui de bénéficier de cet effet de recommandation qui est très fort pour persuader un prospect de devenir client. Et donc si je suis aujourd'hui, là j'écoute le podcast, je suis une entreprise en B2B, alors on va dire que je suis le CEO ou la CEO ou une personne qui est au marketing, et je me dis ça a l'air super, l'idée germe dans ma tête, mais je ne sais pas par où commencer. Quelles seraient les premières réflexions ou les premiers pas que tu recommanderais à une entreprise qui trouve l'idée sympa, mais qui ne sait pas par quel bout la prendre en fait? Comment je vais l'intégrer dans ma stratégie? Quel objectif je vais me définir? Je vais m'affecter? À quelle fréquence je vais le faire? Qui je vais impliquer? Parce que finalement, ça a l'air hyper séduisant, mais pour l'avoir vécu, sincèrement, quand tu te dis je vais m'y mettre, si tu veux que ce soit vraiment bien fait, et peut-être mieux que ce que nous on a fait, parce que nous on s'est un peu lancé, genre on y va, mais on n'est pas beaucoup dans l'entreprise. Donc c'est pas très grave, on peut y aller vite. Mais si on est déjà dans une entreprise, voire PME, voire un petit peu plus gros, comment je vais lancer ça de la meilleure manière possible? Ok. Alors moi je commencerai avec 2 étapes.
La première est de décider de la ligne éditoriale, sachant que pour un peu déstresser tout le monde, une ligne éditoriale, elle peut évoluer. On peut se dire qu'on décide une ligne éditoriale pour un temps fini, temporaire d'une saison qui va être composée de 6, 10, 15 épisodes. Donc déjà décider d'une ligne éditoriale. L'erreur un peu classique, c'est quand on est une marque et qu'on crée ce contenu du brand content, on le prenne au pied de la lettre et on parle, c'est soit une manière déguisée de parler de nos produits, parler de nos services. Et les auditeurs, ils vont pas être dupes de cette technique du cheval de Troie, on va dire. Et donc, comment faire pour ne pas tomber dans ce piège-là, c'est de définir une éditoriale qui est plus liée à votre pourquoi d'entreprise. Quelle est votre mission d'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez apporter à votre marché? Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde de manière générale? Et de développer un contenu, un calendrier éditorial qui développe cette pensée autour de votre mission d'entreprise, de votre pourquoi. Qui a été développé par Simon Sinek. C'est une bonne occasion d'acheter le livre et de se replonger dedans. Et donc voilà, donc première étape, ligne éditoriale qui est liée à la mission d'entreprise, au pourquoi. Et deuxième étape, c'est de faire un audit un peu de votre production de contenu aujourd'hui, de votre écosystème de contenu, et de voir comment le podcast peut s'intégrer dedans. Et de voir si y a des choses que vous produisez déjà que vous pouvez réutiliser pour votre podcast, et de voir aussi comment votre écosystème de contenu va rediriger vers le podcast. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des réseaux sociaux qui sont assez actifs. Comment est-ce que vous allez intégrer dans votre grille de contenu, dans vos types de posts, des nouveaux contenus qui auront trait à l'audio? Un deuxième exemple, vous avez une base email et vous communiquez régulièrement auprès de vos prospects. Comment est-ce que vous allez intégrer dans votre calendrier éditorial de votre newsletter la mention de votre podcast et en faire un contenu à part? Donc d'intégrer ce podcast au sein de votre écosystème, ça permettra de rediriger aussi le flux et de miser sur vos atouts et votre audience actuelle, de voir s'il y a un travail d'évangélisation à faire sur le format, et si c'est le cas, faire en sorte de créer des micro-contenus depuis votre podcast pour les plugger, les mettre dans votre écosystème actuel. Et enfin, voir si l'équipe qui est en charge de votre contenu est bien sensibilisée à ce que requièrent les exigences d'un contenu audio en termes de matériel, en termes d'écriture, et de pouvoir déléguer, si besoin, à des professionnels les parties les plus exigeantes de la création d'un podcast. Voilà comment je verrai les choses. Bah merci beaucoup, on a un plan d'action là. On a un plan d'action. C'est parti. Tu parlais de pouvoir identifier quels sont les contenus qu'on a déjà pour pouvoir les réutiliser. Donc moi, ce que j'entends, c'est que finalement, on peut déjà regarder ce qu'on a pour démarrer. Tout à fait. On peut déjà regarder ce qu'on a pour préparer la ligne éditoriale de notre podcast. Pour donner un exemple, par exemple, vous avez fait des retours d'expérience d'une mission client que vous auriez. Un retour d'expérience, c'est hyper intéressant pour introduire un exemple concret au sein d'un épisode. Et si vous pouvez rattacher ce retour d'expérience et cette mission client à votre pourquoi, qui est ce fil rouge transversal éditorial, ça sera encore plus fort de pouvoir l'appuyer sur ces exemples concrets. Merci beaucoup. Moi, je vais aborder un sujet. Là, j'aimerais aborder une question parce que je sais que j'aurai cette question de toute façon. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des moyens de mesurer le retour sur investissement du podcast? Est-ce qu'il y a des métriques particulières? Est-ce que ça se mesure? Oui, ça peut se mesurer si on l'a intégré de manière intelligente au sein de son écosystème. La meilleure... Bon, il y a tout un truc autour des métriques du podcast. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place. L'étalonnage de référence, c'est le nombre d'écoutes. Après, moi, je suis assez
j'ai quelques réserves à vraiment être trop focalisée sur le nombre d'écoutes parce que selon son marché, ça veut pas dire grand-chose en fait d'avoir 1500, 5000, 100 000 écoutes. C'est en fonction aussi du marché cible qu'on a. Et si vous êtes dans une position de thought leadership, comme on le disait, eh ben, peut-être que vous avez en tête de toucher les 100 décideurs qui feront la différence sur votre marché dans les prochaines années. Et du coup, votre métrique d'activation, c'est-à-dire à quel point le retour d'investissement sera effectif ou pas, eh ben, il ne sera pas quantitatif. Donc, c'est se dire comment est-ce qu'on mesure un retour sur investissement. C'est en fonction des objectifs qu'on a avec ce podcast-là et de faire en sorte que ce podcast il s'intègre dans votre écosystème avec des bons call to action. Si votre but c'est de faire du thought leadership, quelle est l'étape d'après dans votre tunnel de vente ou dans votre stratégie de contenu et de proposer le call to action vers cette étape, l'étape suivante. Donc à la fin de votre épisode, vous avez été intéressé par ce sujet, sachez que nous avons à tel lien un document complémentaire pour pouvoir aller plus loin sur la question avec des études de cas très détaillées. Et du coup, de prévoir une page avec un formulaire où on laisse son email, ça vous permet de traquer la conversion de l'épisode vers le formulaire et après de voir, de taguer, c'est-à-dire d'associer ces contacts qui viennent de votre podcast à un certain type de profil client et de voir s'ils sont plus ou moins apporteurs d'affaires. Oui, donc aujourd'hui, il y a quand même des moyens de traquer, de mesurer. Parce que moi, pour tout te dire, ça nous est arrivé d'avoir quelqu'un qui nous envoie un message via le formulaire en disant j'ai écouté votre podcast, je trouve ça génial et ça correspond à ce dont j'ai besoin. Mais c'était facile de mesurer là du coup, puisque c'est quelqu'un qui a c'est lui qui le disait. Cette personne a elle-même exprimé j'ai écouté votre podcast et du coup je me suis intéressée à vous. Mais en fait la relation elle peut être beaucoup plus longue comme avec tout contenu qu'on produit, c'est-à-dire que on peut nous découvrir par le podcast, nous suivre pendant une certaine durée de temps et le jour où la maturité suffisante, le besoin est exprimé et il devient douloureux et qu'on a envie de passer à l'action, ben on est ce qu'on va dire en marketing top of mind, c'est-à-dire qu'on est en haut dans l'esprit et on est la bonne personne ou la bonne entreprise à laquelle on pense et lors de ce passage à l'action, on va s'intéresser à nous. Donc en fait, ce retour sur investissement, il peut se jouer aussi sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout à fait. Il peut être aussi sur le long terme. On peut se jouer sur les deux choses. Ça n'empêche que si on a prévu un parcours auditeur, j'appelle ça spécifique, avec des contenus spécifiques, par exemple un lead magnet qui est réservé et qui est communiqué seulement aux auditeurs du podcast, ça permet de les taguer et de pouvoir les suivre sur le long terme. Et si cette personne, on voit qu'il y a 5 mois, elle a téléchargé le lead magnet elle est rentrée dans la base avec ce tag spécifique de auditeur vient du podcast, bah, ça permettra de mesurer ce long terme et de pas être biaisé par cet effet longue traîne que peut prendre les relations commerciales en B2B, on le sait bien. Absolument. Ça, c'est un super conseil que tu viens de nous partager. Le petit lead magnet, c'est-à-dire le petit document à télécharger où il faut laisser son email juste exclusivement réservé aux auditeurs ou aux auditrices du podcast, c'est un super moyen, ça, pour tracer. Exactement. Faut que je le mette en place. En fait, pour compléter, il ne faut pas oublier que le podcast, c'est un outil digital comme un autre. Et donc, du coup, toutes les techniques du digital qu'on peut voir par ailleurs, le lead magnet, toutes ces techniques-là, elles s'appliquent au podcast. C'est juste un format différent de proposer le contenu. Mais ça n'empêche pas que toutes les bonnes pratiques qu'on peut voir par ailleurs, on peut les appliquer au podcast. Tu me fais une transition de rêve, là, parce que justement, je voulais te demander quelles sont les bonnes et les vraiment mauvaises pratiques pour le podcast, qui peut-être sont spécifiques au podcast, alors peut-être c'est général à, on va dire, tout contenu, mais qui vraiment en podcast, ça a plus de valeur si c'est des bonnes pratiques et c'est plus pénalisant si c'est une mauvaise pratique. Est-ce que tu aurais des conseils ou des choses à nous éviter par rapport à ça? Oui. Alors, on se place dans un contexte B2B, on est d'accord. Donc, dans un contexte B2B, les bonnes pratiques, ça va être je vais me répéter, mais d'intégrer le podcast dans sa stratégie de contenu,
de penser au podcast comme un contenu qui est recyclable et qui est réutilisable et qui peut venir renforcer notre écosystème actuel. Donc, travailler sur le référencement de son podcast, c'est clé, en transcrivant ces épisodes pour pouvoir les rendre accessibles sur son site internet. Ça permet aussi de travailler sur son référencement naturel. Donc, transcrivant, si tu peux juste expliquer, c'est... Transcrire, c'est de mettre son contenu audio dans un outil qui va le traduire en texte. D'accord. Donc, je charge un MP3 et j'en retire un fichier Word. Qui peut après être transformé en article de blog. Exactement, c'est ça l'idée. Et donc optimisé pour le référencement avec des mots-clés. Exactement, c'est ça l'idée. Donc une bonne pratique. La bonne pratique, ça va être de ne pas négliger la qualité du son. Et parce qu'on est sur une relation sur le long terme et même aussi intéressant et aussi attaché les gens seront à votre marque, c'est une relation sur le long terme. Donc s'il y a du bruit, s'il y a des parasites à cette relation qui peut être lié à une mauvaise qualité de son, et ben on peut perdre des gens en route. Donc si c'est désagréable, si c'est désagréable à écouter. Exactement, c'est désagréable à écouter. Donc on ne parle pas forcément d'enregistrer en studio, quoi, mais investir dans un bon micro et prendre des mesures nécessaires qui sont liées à l'environnement dans lequel on va enregistrer, couper les notifications du téléphone, couper ce genre de choses. C'est un peu des erreurs des débutants, mais ça nous arrive une fois et normalement pas deux. Oui, mais généralement ça nous arrive une fois. Ouais, voilà. Et une bonne pratique, ça va être du coup de relier sa ligne éditoriale, pas de cacher ça en catalogue de services et de produits, mais de produire un contenu de qualité, de profondeur sur sa mission d'entreprise. De ne pas hésiter à faire appel à son écosystème aussi. Un podcast, c'est un moyen de rencontrer des gens et de s'allier avec des partenaires. Donc d'inviter d'autres acteurs de son écosystème ou d'écosystèmes complémentaires à venir intervenir. C'est une manière de créer un réseau et de mettre en place des opportunités. Il y a des business, des projets business qui découlent de podcasts. Et les mauvaises pratiques, ça va être de lancer un podcast sans stratégie de lancement et juste de compter sur oh, il est bien mon podcast, le bouche à oreille fera l'affaire. Le bouche à oreille, il faut mettre en place les bonnes conditions pour qu'il se fasse. Il faut l'encourager avec une stratégie de contenu derrière. Voilà ce qui me vient de manière spontanée. Et est-ce que le fait d'essayer de vendre à tout prix, c'est pas l'endroit. Non, c'est pas l'endroit. On peut mentionner, bien sûr qu'on va mentionner son activité, comme je disais, les particularités de sa démarche professionnelle, les étapes par lesquelles on va passer, les cas concrets de clients. C'est une manière de mettre en valeur son activité, mais c'est pas le lieu de la vente, non. D'accord, c'est pas le lieu de la vente. Ça doit donner envie de continuer la relation, mais c'est pas là où se fait la vente. Non, c'est pas là où se fera la vente. J'insistais sur ce point parce que je pense que c'est une erreur si on n'est pas marketeur à la base, un travail dans lequel on peut rapidement tomber. À vouloir brûler les étapes en fait, à se dire je vais avoir le client en face, il va m'écouter et bam, à la fin je lui balance ma petite pub. Et personnellement je pense que c'est assez rédhibitoire d'y aller comme ça en force. Ça va plutôt refroidir alors qu'on était un peu ça montait crescendo puis d'un seul coup ça refroidit un petit peu, je pense. Exactement, il y a ce sentiment je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de se retrouver face à un contenu qu'on déroule et on se rend compte à la fin que c'était un contenu sponsorisé par une marque et que ce produit qui avait l'air bien depuis la première ligne, en fait, la personne avait un avis biaisé. On sent un peu le dindon de la farce et ça pourrait être un effet rédhibitoire et irréversible vis-à-vis de cet auditeur qui était intéressé et que vous avez perdu. Je suis hyper d'accord avec toi et c'est drôle que tu parles de ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps et j'ai vraiment ressenti j'avais l'impression d'avoir été flouée en fait. Exactement.
Vraiment, et c'était très très désagréable. Après, bon, si c'est dit d'entrée, ça me gêne moins, mais aussi je prête beaucoup moins attention. Après, Mm, c'est moi, hein, mais si d'entrée on me dit que c'est sponsorisé, j'ai tendance à moins le lire. mm, Et si je l'apprends à la fin, eh ben, je me sens flouée. Donc c'est vrai que tout ce qui est, que ce soit pour le podcast ou même pour les autres médias, en fait, le sponsoring, on sait que c'est aujourd'hui très puissant, mais mm, ça doit vraiment être fait avec tellement de subtilité mm, que tout le monde n'y arrive pas encore à mm, l'heure actuelle, en fait. C'est vraiment pas évident. mm. Je voulais te poser une dernière question avant de se quitter. Merci déjà beaucoup pour tous les conseils. Est-ce que tu aurais des marques en B2B qui auraient lancé un podcast et tu penses que ça peut être intéressant d'aller suivre pour voir ce qui a été fait et celles que tu trouves ont réussi ou ont mis en place des stratégies particulièrement intéressantes que les personnes qui nous écoutent pourraient aller, bon, on va dire espionner, bon, on va appeler ça benchmarker, Oui. dont moi d'ailleurs, typiquement. Est-ce que tu aurais ça dans les tiroirs à nous partager? Tout à fait. Alors d'un point de vue strictement marque B2B qui aurait lancé leur podcast, je peux citer Alan, qui est une entreprise dans le domaine de la santé, qui a lancé The Good People. Il me semble que Payfit a aussi lancé son podcast sur les thématiques qui sont liées au RH, aux ressources humaines, etc. Il y a Slack aussi en anglais qui avait créé leur podcast sur des thématiques qui étaient liées plus au futur du travail. Après, j'ai envie de mentionner deux initiatives qui me semblent assez intéressantes de partenariat entre un contenu podcast B2B et une marque B2B. C'est le partenariat entre Shine, qui est une banque pour les indépendants, et le podcasteur Alexis Minghella, qui crée depuis plusieurs mois des contenus en co-branding. Donc, par exemple, des événements qui sont ciblés pour les podcasteurs, les indépendants, les freelances, tous les micro-entrepreneurs, qui sont la communauté de Alexis Minghella, mais aussi une cible commerciale de Shine. Et donc, ils co-créent des événements, des contenus, des livres blancs, tous les deux. Donc, je trouve intéressant d'utiliser un podcast qui n'est pas le nôtre comme média pour atteindre sa cible. Ou aussi, je sais qu'il y a une démarche similaire qui existe entre Growthmakers et son créateur Gabriel Gourovitch et Salesforce, qui ont mis en place le podcast et le passage comme invité dans le podcast Growthmakers comme une étape dans le tunnel de vente auprès des prospects de Salesforce. Donc je trouve ça très intéressant de voir comment on peut utiliser le podcast de quelqu'un d'autre sur un partenariat à long terme comme une stratégie d'influence. Bah, carrément, et moi ça m'intéresse trop, je vais aller voir ça. Merci beaucoup Anne-Claire. Je t'en prie. Je vais te demander si on s'intéresse à ce que tu fais, si on veut te suivre, si on veut avoir plus de conseils, parce que clairement, toi tu donnes tout le temps des conseils sur les stratégies de podcast et comment on développe son podcast et comment on développe une communauté autour de son podcast. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Alors vous pouvez me contacter sur LinkedIn à Anne-Claire Leca, L-E-C-A-T, ou sur Instagram à EcoFactory, E-E-K-O Factory, F-A-C-T-O-R-Y, où vous trouverez du coup tous mes conseils et le lien pour vous abonner à ma newsletter pour aller un cran plus loin dans la profondeur des contenus et des conseils que je partage. Je la recommande parce qu'elle est vraiment top cette newsletter. Je la lis Merci. chaque semaine. Elle est vraiment cool. On partagera tous les liens pour que ce soit plus facile, pour que les gens n'aient pas à taper avec leurs petits doigts. Ce sera beaucoup plus simple pour te retrouver. Un grand merci Anne-Claire, c'était super top. Moi j'ai appris plein de choses, donc je vais bien sûr m'approprier parce que c'était très intéressé comme invitation. Non, je pense que c'est un sujet qui aujourd'hui avait vraiment besoin d'être débroussaillé. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur oui, non, le podcast et surtout comment. Et tu as super bien répondu, donc merci Anne-Claire. Merci pour ton invitation Sandy, c'était cool.